Bien, la vidéo que nous allons vivre ensemble est à la fois une fin de toute cette notion, ces notions qu'on a appelées l'information, l'entropie, et un début, parce que, comme vous le savez, quand on vit, on peut mourir. Ça fait partie du jeu. Et on vit dans un monde qui est incertain, indéterminé. Par contre, parmi toutes ces incertitudes, il y en a une certitude, c'est qu'on va mourir. C'est la seule chose qui est certaine. Donc, comme je vous l'ai dit, le fait de mourir n'est pas grave. C'est-à-dire que quand vous mourrez, bien sûr, vos membranes, faites d'eau et de matière organique, vont disparaître. Et l'information, par contre, qui est stockée, puisque l'eau morphogénique a une mémoire, comme on l'a vu, l'information qui est mémorisée sur l'eau de vos membranes va être transférée au vide quantique. Donc c'est pas grave. Vous passez simplement dans le cloud, qui est au-dessus, qui vous accompagne tout le temps. Et dans ce cloud, vous existez en tant que conscience pure. C'est-à-dire que vous êtes dans la 6e dimension que prévoient les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell sont basées sur... elles ont été mises au point pour savoir comment la lumière se propage dans un vide ou dans un éther relativiste. Et si on prend le groupe de symétrie qui laisse invariante ces équations de Maxwell, on a le fameux groupe ISO de 4,2 qui correspond à 6 dimensions, 4 dimensions d'espace et 2 dimensions de temps. Il y a une première temps et espace qui se mélangent pour faire ce qu'on appelle la dimension de croissance, de changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on vit dans une 5e dimension où on change de taille, on change de masse. Et puis, il y a aussi la 6e dimension qui nous dit si nous expérimentons notre réalité en tant qu'être spirituel dans le cloud ou en tant qu'être physique avec des membranes hydratées. Dans les deux cas, on gère de l'information. Voilà, donc on peut résumer tout ce qu'on a vu avec juste ce petit diagramme que j'ai appelé le jeu de la vie et de la mort. Donc, 5 dimensions. La 6e, c'est celle qui me permet de regarder ces 5 dimensions, parce qu'il faut toujours une dimension de plus quand vous voulez observer quelque chose de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Donc 5 dimensions, on peut les nommer comme ceci: matière, lumière, espace-temps, action. C'est aussi une autre façon de voir. Les physiciens, eux, pourront parler de ce qu'on appelle information, le bit, ce qu'on a appelé les champs ou les particules, peu importe. Quand vous êtes avec les bits, vous travaillez au niveau de l'espace et du temps. Les champs, vous exprimez par de la matière ou de la lumière. Ce sont des champs quantiques pour la matière ou des champs électromagnétiques pour la lumière. Et quand vous êtes au niveau des particules, vous voyez des choses qui bougent, qui s'agitent. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple, finalement. Et voilà, en fait, comment ça fonctionne. Je vous ai mis ici le schéma que j'ai publié il y a 2 ans. C'est un schéma en oignon, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la conscience. Mais pas la conscience dont j'ai parlé juste avant, qui est la conscience personnelle à 20 bits par seconde. C'est la conscience, c'est le problème du français, c'est qu'on a le même mot pour désigner la conscience à 20 bits par seconde, et la conscience qu'on a dans le cloud, où on est à des milliards de bits par seconde. Donc on va appeler ça la conscience collective. Et c'est là où on pourrait aussi utiliser le mot Brahman, c'est-à-dire cette réalité immatérielle qui englobe tout et qui fait qu'en fait, nous faisons tous partie de cette réalité. Nous sommes qu'un petit bout, un nuage dans une réalité qui nous englobe tous. Donc cette conscience, vous voyez, elle est là pour donner du sens. C'est ce qu'on est dans l'espace V6, donc les équations de Maxwell nous parlent de la 6e dimension. Cette conscience va donner du sens à une chose qui est fondamentale, qui est l'information. Parce que si vous n'avez pas la conscience, l'information n'a pas de sens, et cette information qui fait du sens se distingue de l'ex-formation, qui est tout le contexte que vous avez besoin pour exprimer une profondeur logique, une complexité. Cette information va pouvoir mettre les choses en mouvement, ce qu'on appelle l'activité. Là, on est passé dans C5, c'est-à-dire qu'on a quitté V6 pour aller dans la 5e dimension d'échelle, où les choses peuvent bouger, évoluer, changer de masse, qui elle-même va se traduire par un mouvement de matière
c'est-à-dire une activité dans M4, l'espace-temps relativiste tel qu'on a découvert la physique au début du XXe siècle. Voilà, donc on a ce sens-là, ou le sens inverse, c'est-à-dire quand je suis dans M4, via mon activité métabolique qui s'exprime dans C5, je génère de l'information qui va prendre du sens dans V6. Donc vous voyez, il y a ce mouvement de montée et il y a un mouvement de descente. Alors le mouvement de montée, ben, c'est la vie, le mouvement de descente, c'est l'intuition, la synchronicité. Voilà, tous ces phénomènes qui sont englobés dans ce schéma. Voilà, donc, quelques phrases qui résument un petit peu tout ça. La conscience traite l'information dans V6, tout être vivant est en constante évolution dans C5. Ensuite, l'entropie donc est la quantité qui oriente l'évolution, et on a ce fameux second principe, la nature maximise toujours l'entropie, donc on est ici. Ensuite, on a l'énergie qui est la quantité qui permet l'évolution, elle est toujours conservée. Et finalement, on a l'action qui est la quantité qui permet de donner la mesure de l'évolution. Et là, c'est au contraire un principe de minimisation, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à faire les choses avec une action minimale, c'est un des grands principes de la physique. Alors regardez ce qui se passe, vous voyez, là on est dans quelque chose qui est immatériel, conscience, information. Dès qu'on passe à l'entropie, on tombe dans quelque chose qui est matériel, avec matière, espace, temps, température. Puis on va perdre la dimension de température pour trouver l'énergie, matière, espace, temps. Et puis on perd donc une dimension de temps pour se passer dans l'action où on est avec la quantification, donc ML2T-1. Voilà, donc on peut résumer tout ce qu'on a dit dans Wiki avec ce petit schéma, enfin avec ces deux schémas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à parler des états où on n'est pas bien. Parce qu'il y a des états où on est bien, on a ce qu'on appelle, on estime être en bonne santé, et puis on sait aussi qu'il y a des états où on est pathologique. Donc, comme on le sait, ben, on va aller voir un médecin, et il y a une médecine qu'on connaît bien depuis plus de 200 ans, qui s'appelle la médecine homéopathique, et il se trouve que cette médecine est aujourd'hui fortement attaquée par des gens qui sont ignorants. En fait. Ces gens sont ignorants, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont publiées. Il y a tout ce travail qu'on a mis en valeur dans Wiki, qui a été publié dans des revues à comité de lecture et que personne ne lit. Et les gens ne lisant pas sont ignorants qu'on peut expliquer comment fonctionne l'homéopathie. Et les dernières vidéos de cette série vont être consacrées à pas des preuves, mais des indications comme quoi l'homéopathie fonctionne. Mais en fait, lorsqu'on a ce schéma, l'homéopathie est tout à fait évidente. Pourquoi? Parce que le remède homéopathique agit ici, au niveau de l'information. Et si ce schéma est valable, si vous agissez ici, automatiquement la matière va se modifier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut placer par exemple l'homéopathie à ce niveau-là de l'information. La médecine moléculaire, elle se place au niveau juste en dessous. C'est pour ça que ça marche aussi les médicaments, mais c'est beaucoup plus efficace de travailler avec un médicament homéopathique. Et puis on a bien sûr le cerveau qui, comme je vous l'ai dit, est un organe en fait extrêmement lent et qui lui peut se persuader. Et il peut très bien, parce qu'on appelle l'effet placebo, on sait qu'on peut jouer ici pour remonter jusque-là et avoir la guérison. C'est possible parce que ce qui marche dans ce sens marche dans l'autre sens. Donc bien sûr, il y a de l'effet placebo, mais comme vous le voyez, cet effet placebo, il n'est pas spécifique de l'homéopathie. Il existe aussi quand vous mettez des molécules. Et donc, l'effet placebo, c'est simplement que vous jouez ici avec votre cerveau, et que c'est une façon, mais très peu efficace de le faire. La façon la plus efficace, c'est d'aller jusqu'ici. Et comme vous le voyez, le remède homéopathique n'est pas non plus la panacée. Pourquoi? Parce que je peux aussi me placer dans V6. C'est-à-dire, par la conscience, je peux aussi moduler l'information, c'est-à-dire que je peux avoir ce qu'on appelle la dématérialisation du remède homéopathique, par ce qu'on appelle des fréquences, ça peut être des fréquences électromagnétiques, ça peut être des vibrations de synchronicité au niveau de l'éther, peu importe. On peut aussi agir ici, et en fait, c'est là, à ce niveau-là, qu'on agit le mieux. Parce qu'on est tout en haut de la chaîne, on est dans ce qui est l'ultime réalité, et à ce moment-là, la matière ne pourra que suivre.
Donc c'est pour ça aussi que quand vous faites de la médecine, essayez d'éviter de vous placer là, dans l'espace M4 de la matière, espace-temps, placez-vous dans V6 et sachez que vous êtes un cloud d'information dans V6, votre malade est un cloud dans V6 et que vous pouvez communiquer avec votre malade via l'éther et puis que tout ça va avoir des répercussions bien sûr dans le physique, mais cette communication par la conscience existe. Voilà donc le remède homéopathique, en fait, on sait, si on a un petit schéma très simple, hein, c'est que le symptôme, c'est en fait un début de guérison, mais cette guérison va amener ce qu'on appelle une contradiction. Parce que pour être en bonne santé, il faut que je devienne malade. C'est ça que dit le symptôme. Et ça, le corps va réagir pour mettre une contre-évolution. Comme vous le voyez ici, on va mettre une contre-évolution. Et si on ne met pas cette contre-évolution, bien on revient ici. Et puis ça, c'est la maladie. À un moment donné, il faut arriver à obliger le corps à contrebalancer ces symptômes. Et ça peut se faire, bien sûr, par le remède homéopathique qui va obliger, par une information bien ciblée, qui va obliger le corps qui est dans cette oscillation ici, à produire une oscillation négative, une réaction qui va amener donc la guérison. Et c'est un moyen très intelligent donc de soigner. Comme on va le voir, il y a des preuves qui sont aujourd'hui qu'on peut amener. Qu'est-ce que c'est qu'un remède homéopathique? Comment ça fonctionne? On a aujourd'hui des preuves scientifiques qui font que tous les sceptiques de l'homéopathie feraient mieux de lire les papiers qui sont publiés plutôt que de blablater et de dire blabla, blabla, de se baser sur des considérations qui datent d'il y a plusieurs années où effectivement on ne savait pas exactement ce qui se passait lorsqu'on avait un remède homéopathique. Donc ça, c'est ce qui va faire l'objet des vidéos qui suivent.